Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition et Adaptia et elle est financée par la conférence de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation, merci d'être si nombreux en direct avec nous et de nous regarder également en replay sur YouTube. Donc aujourd'hui, avec Océane, nous allons parler de l'identité numérique. Donc Océane va se présenter et puis, dérouler sa présentation et nous expliquer tout ce qui est l'identité numérique et à la fin, en off, si je puis dire, que vous ne verrez pas en replay, vous aurez le droit, pour ceux qui sont en direct, de poser vos questions directement à Océane. Donc, pour ceux qui nous regardent en replay, je vous invite pour nos prochaines visioconférences à vous inscrire et à participer en direct en allant sur le site movadom.eventbrite.com. Océane, je te laisse prendre le contrôle de la présentation, te présenter et puis nous parler de l'identité numérique. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je m'appelle du coup Océane Cafos et je travaille pour l'association L'Âge d'Or. On est situé sur Grenoble et on fait de la médiation numérique, de l'accompagnement pour les personnes de plus de 50 ans, avec pour objectif de les rendre autonomes. Et on fait également de la sensibilisation. Et donc aujourd'hui, le sujet, ça va être l'identité numérique. Je vais essayer de faire le tour de cette large question et à la fin, comme l'a proposé Pascal, je vous laisserai me poser quelques questions. Donc Alors l'identité numérique, j'ai ouais. juste oublié une petite précision. Vous avez pour ceux qui sont en direct, vous avez une petite, barre de conversation. Vous pouvez également poser vos questions ici. Si c'est toujours sur la diapo en cours, j'interviendrai et je poserai la question et sinon on posera toutes les questions à la fin. Très bien. Alors, l'identité numérique, c'est quoi? C'est une pluralité d'attributs. Donc, l'identité, en général, correspond à un ensemble d'attributs associés à une personne physique qui permet de la relier à d'autres données. Donc ça, c'est tiré d'une définition de la CNIL, j'en parlerai plus tard, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'identité numérique, elle est civile, administrative. Ce sont des propriétés génériques et statutaires qui recoupent l'âge, le nom, le prénom, la localisation. En général, vous êtes assez familier avec cette forme d'identité. Et par rapport à l'aspect numérique, vous avez certainement déjà créé une identité. Elle est propre à chaque contexte d'utilisation. Pour une démarche administrative, peut-être que vous faites des jeux en ligne pour lesquels vous avez dû créer un compte. Peut-être que vous avez réservé un hôtel ou des choses comme ça. Donc en fait, ce sont des identités numériques qui se sont densifiées avec la densification des services numériques, mais de nos utilisations aussi. Elle n'est pas forcément figée dans le temps, puisque certaines, on va les créer de manière temporaire. J'ai parlé des jeux. Mais ça peut être aussi pour afficher, pour louer une chambre sur un site internet qui permet de le louer de personne à personne. Donc ça peut être quelque chose de temporaire. Par contre, si c'est pour la déclaration des impôts, ça va être quelque chose qui va être plutôt ancré dans le temps normalement. Au niveau de l'identité numérique, je vais commencer par parler des traces. C'est-à-dire que l'identité, comme je l'ai dit au départ, elle se constitue de divers attributs et donc qui vont permettre de donner une signification à une identité, à plein de choses qu'on fait en ligne. Mais c'est une identité qu'on avait déjà avant l'émergence et l'intégration d'Internet dans nos vies quotidiennes, puisqu'on avait une traçabilité d'actions qui était informatisée, que ce soit par les paiements de cartes bancaires ou chèques, les achats qu'on reportait sur les cartes de fidélité, des abonnements, les cartes de trajet quand on poinçonne, donc on avait une traçabilité des déplacements qu'on faisait, aussi les appels téléphoniques. Donc on avait déjà tout un tas de choses qui pouvaient, de manière générale et toutes ces choses recoupées en même temps, permettaient d'établir l'identité d'une personne, c'est-à-dire
ce qu'elle pourrait faire, ce qu'elle voilà, son âge, sa localisation, etc. Au niveau de l'identité numérique au niveau d'Internet, il y a quelque chose qui a changé avec, vous avez peut-être entendu parler du Web 2.0 sans vraiment, alors peut-être que vous le savez déjà, mais peut-être que c'est quelque chose que vous avez entendu et que vous n'arrivez pas trop à identifier. C'est une évolution de site internet où, si vous vous souvenez, il y a fort longtemps, on consultait des sites internet, mais on n'interagissait pas avec les sites internet. Donc, c'était plutôt des pages à consulter, des vitrines. Et puis, petit à petit, donc quand on est passé au Web.0, on est passé à quelque chose d'interactif. On a eu les forums, les blogs, les services pour publier de sa propre musique, pour partager voilà ses goûts. Donc on a une délégation, en fait, on a une présentation de soi à travers tout un tas de choses, de choix de consommation ou de goût qui s'est densifié sur Internet. Donc, à partir du Web 2.0, on commence à avoir une identité qu'on appelle déclarative, des données qui sont saisies par l'utilisateur avec son nom, sa date de naissance, d'autres informations personnelles, etc. Donc, on a des sites Internet où on va retrouver des anciens collègues de lycée, de collège, voilà. On a aussi une identité qu'on appelle agissante qui va être renseigné des activités qu'on va y faire, donc sur voilà des goûts musicaux, des choses comme ça. On a une identité ensuite qui va résulter de l'analyse en fait par le système, par le forum, par la plateforme, c'est-à-dire que où est-ce qu'on va mettre des commentaires, qu'est-ce qu'on va aller regarder, on a entendu parler des likes, est-ce qu'on a apprécié une vidéo, est-ce qu'on a voilà, apprécié un film, apprécié un hôtel. Donc on va avoir des interactions qui vont être analysées par la plateforme, par tout plein de systèmes. Et donc on peut l'appeler une identité plutôt calculée par des algorithmes, voilà. Et là, donc je ne sais pas si vous voyez très bien le graphique qui est proposé sur cette diapo. Là, il s'agit de justement, avec toutes ces interactions, des données. C'est-à-dire que les données, donc ça c'est une citation que j'ai tirée d'un site internet dont j'ai donné la source à la fin. La donnée, elle a peu de valeur, mais elle va avoir, ça peut être voilà un événement, une photo, un article, etc. Mais par contre, toutes recoupées ensemble, elles vont pouvoir donner quand même assez d'informations sur un individu. Donc, il y a plusieurs types de données dont on peut extraire beaucoup d'informations finalement quand elles sont toutes rassemblées entre elles. On peut avoir des coordonnées. Donc, si on va publier sur un site internet, voilà, déjà une adresse électronique, un numéro de téléphone. Donc, c'est un petit peu comment être localisé, comment me joindre. On peut aussi afficher ses goûts, ce que j'aime ou pas. Est-ce que j'aime un produit, un service, ce que je fais sur un site internet, ce que sont mes passions. Je peux aussi afficher ma consommation, où ma consommation peut être extraite à partir des achats que j'ai réalisés. Le moyen de paiement que j'ai utilisé aussi peut être une information tirée de mon interaction avec le site internet. Les produits que j'ai simplement consultés, même sans les acheter, ce sont des informations qu'un site va pouvoir extraire de ma navigation internet. Et puis, si j'achète souvent, si j'achète rarement, tout ça, ce sont aussi des données qui peuvent être extraites. Il y a aussi l'expression, donc ce que je dis, donc les contenus que je vais mettre en ligne sur certaines plateformes. Donc j'ai parlé des forums, je peux parler de WordPress qui est communément utilisé, voilà, sur des services de blog. Donc je peux publier mes propres pages si je suis
excellente pédagogue en couture ou en cuisine, je vais vouloir pouvoir partager ça sur un blog, sur une page internet que je partage avec d'autres personnes, ou de la poésie ou toutes sortes de choses. Vous en avez certainement croisé. L'audience aussi, ça va être un élément, une des données qui peut être extraite. L'audience, ce qu'on appelle l'audience, ça va être les personnes que je connais. Donc là, c'est pas simplement vous où vous êtes sur Internet, mais les groupes d'individus, les groupes sociaux auxquels vous adhérez. Ça peut être aussi des sites de rencontres, ça peut être voilà toutes sortes de sites internet où vous allez afficher une appartenance à un groupe, que ce soit un groupe politique, un groupe religieux, un groupe musical, culturel, etc. Ce qu'on peut aussi extraire de vos données, ça va être la réputation. Parce qu'on appelle la réputation, c'est quelque chose qui va être dit sur vous. C'est pas forcément quelque chose que vous maîtrisez, mais par exemple, si vous vendez des produits via des plateformes, pareil, pour vendre des vêtements de personne à personne, maintenant, il y a très souvent un rapport, c'est-à-dire que la personne à qui vous allez vendre un produit va pouvoir émettre un commentaire sur vous. Est-ce que vous avez été rapide? Est-ce que vous avez été communicant, etc. Donc, ces fameuses petites étoiles qu'on connaît et la moyenne, voilà, est-ce que vous avez 4 sur 5 étoiles, etc. La même fiabilité qu'on a qu'on va regarder parfois pour choisir un film va pouvoir être maintenant appliquée sur vous. Alors, il faut savoir aussi que du coup, en parallèle, vous avez des services qui se sont développés pour nettoyer la réputation de personnes ou même d'entreprises, pour aller un petit peu regarder là où les évaluations n'ont pas été très bonnes et pouvoir nettoyer tout ça. Vous avez aussi dans les données qui peuvent être utilisées, les publications. Donc là, c'est un peu différent de l'expression. Les publications, ça va être vraiment tout le contenu partagé, comme des vidéos, des photos, de la musique. Si vous publiez aussi, ce que vous faites comme profession. Voilà, donc ça va pouvoir dire énormément de choses sur vous. Et toutes ces informations recoupées entre elles vont permettre de créer des tendances, hein, de situer quel âge vous avez, dans quel milieu financier, milieu social, vous naviguez, et pour en faire le plus souvent des profils commerciaux, mais on en entend parler maintenant dans l'actualité, hein, aussi, mais pour générer des pubs ciblées, pour générer des informations ciblées, voilà. Alors, je passe à la slide suivante. Et la récupération de ces données, donc ce que j'ai appelé IDN, c'est l'identité numérique, pardon pour l'abréviation. Parfois, elle n'est pas justement gérée directement par l'individu, elle peut reposer sur celle construite par les autres. J'en ai parlé un petit peu avec la réputation, etc. Mais ça peut être aussi par des réseaux sociaux où vous avez des personnes qui vont publier des photos de vous, qui assistaient à un événement. On ne vous a pas demandé votre avis et vous allez être associé à l'événement, parfois sur Facebook notamment, on parle de tag, c'est-à-dire que vous allez être identifié par la personne qui publie la photo et sans que vous ayez forcément donné votre consentement. Et donc là, les risques, ça va être ce qu'on appelle une réputation numérique non maîtrisée et parfois une usurpation d'identité. Faut savoir que on en entend parler aussi pour des raisons de harcèlement en ligne ou de tentatives de fraude, d'arnaque. Mais c'est vrai que ça peut engager une responsabilité, hein, c'est au niveau pénal, il y a des pénalités, pardon pour la répétition, mais ce sont des risques et c'est des risques qui augmentent énormément. Donc voilà, il faut bien faire attention à vos données.
je parlerai voilà, plus tard de la manière dont vous pouvez vous protéger là-dessus. Mais il faut bien avoir conscience, et on en a peu, de maîtriser tout ça. De maîtriser, vous publiez une photo, vous maîtrisez, vous publiez un texte, ça peut être repris. Une fois que c'est sur Internet, si c'est repris par quelqu'un d'autre, c'est très difficile d'en reprendre le contrôle. C'est ce que j'explique souvent, c'est que tout ce qu'on met sur Internet ne nous appartient plus. Exactement, et on le voit, je l'ai pas mis en exemple ici dans cette conférence, mais peut-être que vous avez partagé un GIF ou un GIF, ou que vous avez déjà vu des mèmes. Et il y a énormément d'images ou de photographies de gens lambda, de civils qui ont été pris, photographiés, leur photo s'est retrouvée sur Internet, et puis ça va en faire une forme d'expression répétée pour de l'humour, pour exprimer un sentiment, etc. Et il n'y a pas toujours le consentement. Les personnes, parfois, le vivent bien, les personnes qui sont ciblées, parfois pas très bien. Vous avez des bébés aussi, des photos de bébés qui sont reprises, Success Kid, par exemple, qui ont été reprises et largement diffusées. Alors là, je veux bien, Pascal, que tu passes la diapo suivante. Je n'ai pas la flèche sur... Voilà. Je vais voir avec mes flèches si ça passe. Il faut que tu reprennes le contrôle du coup, parce que j'ai repris le contrôle. Ouais. Voilà. Pardon pour le petit hiatus. Entre-temps, je vous ai mis un mème, moi, dans la barre de conversation. Ah, super. Donc voilà, c'est une petite image qui a des années et des années d'existence, au moins 20 ans que ça passe maintenant, peut-être même plus. Alors, je la vois pas, c'est laquelle? Alors, c'est au niveau de la barre de conversation, c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est un acteur qui est pas du tout connu. Ah oui, c'est qui ça. n'était pas du tout connu, qui fait Ah un oui, petit oui, hochement de sourcil. Oui, tout à fait. Voilà. Et Success Kid, si jamais tu veux leur montrer, c'est un enfant qui a été pris en train de manger du sable et qui est devenu le symbole de quelqu'un qui réussit parce qu'il fait un geste avec le poing comme ça, comme s'il réussissait. Donc, généralement, c'est une image qu'on va dire, ouais, ça y est, j'ai fini la conférence. Mais voilà, donc qui a été repris et l'enfant a grandi. Donc là, maintenant, ça fait 10-15 ans que l'image circule. Donc, il a aussi témoigné du fait que peut-être, heureusement pour lui, le fait qu'il ait grandi, c'est son visage a changé, donc il n'est pas nécessairement toujours reconnu, mais ça peut être assez traumatisant pour certaines personnes. Sur la question de l'identité numérique, un autre volet qui s'est également largement développé ces dernières années, c'est que l'identité numérique, elle est également associée à l'authentification. C'est-à-dire qu'on va vous demander quelle identité vous avez en ligne pour vous authentifier sur des plateformes. Donc, la plus classique et la plus... Voilà, depuis le 11 avril, on parle des impôts, on a l'identification administrative. Donc, par identifiant, on entend le numéro fiscal pour les impôts. Voilà, je vois Success Kid qui apparaît dans les commentaires. Donc, pour les impôts, on a le numéro fiscal. On peut avoir le numéro de sécurité sociale pour la CAF, pour Amélie, pour l'assurance retraite. On a un identifiant envoyé par email, parfois. On a un numéro de titre de séjour pour la plateforme pour les étrangers en France. Donc, on a des identifiants qui sont plutôt pérennes dans le temps, qui sont associés à notre identité administrative. Alors, je vais essayer avec les flèches. Mes flèches ne marchent pas. Voilà. On a, alors, ces dernières années, et on va l'avoir de plus en plus, des fournisseurs d'identité électronique certifiés. Vous avez peut-être, vous me le direz à la fin ou dans les commentaires, déjà utilisé France Connect. J'en parlerai dans la diapo suivante. Vous pouvez nous le dire tout de suite. Hein. Oui, vous pouvez dire tout de suite. Ouais. Je vais même aller à la diapo suivante et revenir à la diapo précédente, finalement. France Connect, du coup, c'est pas un site internet, mais c'est un moyen de se connecter à un site administratif. Donc, je crois qu'actuellement, il y a à peu près 1400 services administratifs qui sont accessibles via France Connect et qui permet
de manière sécurisée, d'utiliser un des comptes sécurisés et choisis par le gouvernement, qui sont les impôts, l'assurance maladie, l'assurance maladie avec Amélie, je confonds avec l'assurance retraite, l'identité numérique, on en parlera après, la MSA, Iris, qui est une application qui a été certifiée au niveau européen, mais peu utilisée, et France Identité. Donc France Connect, voilà, on arrive sur un service, que ce soit pour un renouvellement de carte d'identité ou de passeport, et puis on va, à la place de créer un compte sur le site en soi, et de devoir recréer un mot de passe, etc., on va cliquer sur s'identifier avec France Connect, et puis on va utiliser ces identifiants et mots de passe des impôts pour accéder à la plateforme de l'ANTS. Alors, on peut en effet s'identifier de l'un à l'autre avec la plateforme. Je vois le message d'Annette, parfois, qui dit « on ne peut plus se connecter aux impôts par la CPAM ». Il faut savoir comme il y a des contrôles de sécurité très fréquents, et ça nous est arrivé aussi dans nos permanences, parfois, le fait d'accéder à un service administratif via, par exemple, Amélie, a été bloqué pendant un temps. Donc, pendant plusieurs mois d'ailleurs, on ne pouvait pas se connecter via la plateforme, voilà, via Amélie. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est bien d'avoir deux moyens de se connecter via France Connect parce que vous pouvez avoir des blocages temporaires. Et il y a des remontées par rapport à ça, donc c'est en cours et c'est tout plein de systèmes qui sont en train de se mettre en place. Il faut savoir que c'est aussi une régulation au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau européen. Si je repasse à la diapo précédente, quand on parle de fournisseurs d'identité électronique certifiés, enfin voilà, j'en parlerai un petit peu après. Ça dépend aussi de critères qui doivent être homogénéisés au niveau de l'Europe. Donc, des fois, il y a des couacs. Des fois, il y a une revisite des critères de sécurité. Dans les fournisseurs d'identité que vous allez voir de plus en plus, il y a donc France Connect Plus qui fonctionne en fait avec l'identité numérique de la Poste et qui demande un certain aussi nombre de conditions pour pouvoir y avoir accès. Donc, c'est pas forcément évident pour les personnes qui n'ont pas de smartphone, et on en croise encore beaucoup. L'identité numérique de la Poste, France Connect Plus, c'est les conditions, c'est être majeur. Il faut avoir une carte nationale d'identité en cours de validité ou en cours de validité parce que vous savez que les cartes nationales d'identité, elles peuvent être valables encore 10 ans après la fin de validité pour certaines démarches papier. Par contre, pour obtenir l'identité numérique de la Poste, il faut qu'elle soit en cours de validité. Ou un titre de séjour valide supérieur à 5 ans. Il faut également avoir un smartphone. Et donc, ça, c'est un système qui a été mis en place pour accéder à des démarches sensibles qui demandent une authentification renforcée à 2 facteurs. Donc, vous allez avoir un code renvoyé, vous allez devoir rentrer votre code personnel, mais vous aurez aussi un code envoyé sur votre smartphone pour vérifier que c'est bien vous. Alors, on a Annette qui nous dit que l'identité numérique La Poste, c'était une galère pour la créer. Alors moi, je suis pas d'accord. Je l'ai créée, moi, en 5 minutes. Ah oui. Ouais. Et la vérification d'identité, du coup, carte d'identité, avec la carte d'identité, ouais, oui. avec la photo, enfin avec le téléphone qui prenait. Alors je l'ai fait pas sur mon ordinateur, mais je l'ai fait avec mon smartphone directement. Ouais. Et petite question, tu as une carte d'identité récente? Alors j'ai fait refaire ma carte d'identité très récemment, mais elle était Voilà. c'était encore l'ancienne, il me semble, quand je l'ai fait. Ah d'accord, parce que normalement mais elle c'est était toujours rapide valide. quand il y a les éléments biométriques justement sur la carte d'identité. Je crois que j'ai reçu un courrier par contre, quelques jours après pour D'accord. authentifier le truc, mais enfin moi j'ai pas galéré. Ok. Je pourrais en parler hors enregistrement sur les personnes qu'on suit et qui, en effet, sur certaines conditions, ont quelques difficultés. Mais c'est pas toujours évident, en effet. Vous avez un autre système qui est en train de se mettre en place, c'est France Identité. Donc, Pascal, je ne sais pas si tu l'as fait déjà. Alors là, il faut avoir une carte d'identité récente avec les données biométriques. C'est pareil, donc il faut avoir un smartphone, il faut être majeur, et il faut avoir une carte d'identité récente.
et bientôt, on pourra aussi y mettre le permis de conduire. L'idée de France Identité, c'est de pouvoir fournir en fait un document certifiant son identité, qui peut être un document papier, comme j'ai essayé de le montrer là sur la diapo. Ça va générer un document PDF qu'on peut imprimer et qui ne va pas forcément donner tous les éléments personnels qui sont affichés sur une carte d'identité classique. Donc, quand on fait un recto verso d'une carte d'identité pour le donner à un service, pour faire un dossier de location, en fait, l'agence immobilière n'a pas besoin de savoir tous les éléments qui sont sur la carte d'identité. Donc, l'idée de France Identité, c'est de pouvoir générer, faut intégrer sa carte d'identité, mais de pouvoir générer ce document en donnant un motif, donc un périmètre qui est restreint, un destinataire qui est ciblé, identifié, et une durée de validité dans le temps. Donc là, l'exemple que j'ai donné qui est minuscule, c'est par exemple une validité de 1 mois à ce document. Et les administrations vont pouvoir vérifier l'authenticité en fait de l'identité. Vous voyez, il y a un QR code et il y a un site internet qui est mis en place par l'État pour vérifier la validité du document. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui s'est mis en place dernièrement et qui va être assez utilisé, je pense, puisqu'ils veulent intégrer le permis de conduire dedans. Donc ça permet, en cas de contrôle, d'afficher les données nécessaires et limitées aux services qui le demandent. Alors, on a une très bonne question de Nathalie. Est-ce qu'on doit refaire son identité numérique quand on change de carte d'identité? Enfin, quand on renouvelle sa carte d'identité, parce que c'est le seul moyen de la changer. Alors, Nathalie, par identité numérique, je vais être un peu... quelle identité numérique? France Identité ou... Parce que là, du coup, il peut y avoir plusieurs identités numériques. Je voudrais pas me tromper. En tout cas, si c'est sur France Identité, l'identité numérique de la Poste ou France Connect, quoi. Ouais. Eh ben, alors France Connect est lié au compte impôt ou compte Amélie. Donc c'est plutôt pérenne dans le temps. Par contre, en effet, France Identité, vu qu'elle est directement liée, elle va intégrer votre carte d'identité dans le smartphone. En fait, vous avez un contrôle et vous allez devoir scanner votre carte d'identité devant votre smartphone pour une reconnaissance. Donc, ça va être les données biométriques qui sont dans le smartphone, qui sont intégrées à votre carte, qui vont être reconnues par le smartphone. Donc, si vous changez de carte, en effet, vous devez mettre à jour les données qui sont dans l'application. Et pour l'identité numérique de la Poste, j'imagine que oui. J'imagine que je ne vais pas vous répondre parce que j'ai pas eu le cas. J'ai plutôt des cas qu'il a créés en ce moment et je n'ai pas eu de cas avec une carte de validité qui a expiré. Donc il faudrait vérifier. Je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble que c'est toujours valide. Ouais. Je pense que si vous l'avez, en plus là les cartes d'identité elles sont assez longues, mais comme c'est un service qui s'est quand même créé ces dernières années, je pense qu'on va voir par la suite. Voilà. On en parlait un peu avec la carte d'identité biométrique. Sur l'authentification numérique, vous avez également la biométrie. Vous le voyez d'ailleurs pour l'authentification, parfois allumer le smartphone. Il y a de plus en plus de gens, on voit avec l'illustration, qui vont déverrouiller leur smartphone, non plus avec un code PIN ou l'équivalent du code PIN, mais le code de déverrouillage, le mot de passe, etc., qui vont le déverrouiller avec un scan du visage ou l'empreinte digitale. Mais du coup, ce sont des attributs vivants, uniques et vérifiables. Vous en avez des physiques, biologiques, l'empreinte, le visage. Vous avez aussi de quoi vérifier l'iris, l'œil. Vous avez aussi des vérificateurs de température, de choses comme ça, de rythme cardiaque. Vous en avez aussi des comportementales.
Donc, ce qu'on appelle, des exemples, ça va être voilà, les intonations de la voix, ça peut être une signature, ça peut être une démarche, ça peut être la vitesse de frappe du clavier, ou voilà, ce sont plutôt des comportements que vous avez et qui vont être soit privés ou publics, utilisés par des services publics, utilisés par des services privés. Et quand on parle de privé, peut-être que vous avez déjà vu ça, plutôt sur le téléphone portable, smartphone. Donc, un exemple de fournisseur d'identité numérique privé. Donc là, c'est pas forcément biométrique, hein, mais ça peut être associé. C'est ce qu'on va appeler, ce que vous connaissez, c'est ces comptes de larges entreprises comme Google, Facebook, Apple, ici représentés, qui vont, quand vous avez installé une application, donc là c'est Polar Steps par exemple, au lieu de créer un compte, vous allez autoriser l'accès de cette application à vos données Google ou vos données Facebook. Donc, ça veut dire que ça va reprendre votre photo de profil, votre nom ou pseudonyme, votre âge peut-être. Donc, ça va reprendre tout un tas d'éléments et les synchroniser avec l'application pour laquelle vous voulez créer un compte. Microsoft, vous le voyez aussi beaucoup maintenant avec Windows 11, c'est très compliqué de ne pas créer de compte Microsoft et qui va servir de déverrouiller l'ordinateur, de stocker vos fichiers documents sur OneDrive et qui est lié à tout un tas de services. Et donc, j'en parlais juste avant. Donc, ce qui est en place au niveau européen, donc là, j'ai voulu parler de l'EIDAS, qui veut dire en anglais Electronic Identification Authentication and Trust Services. Donc ça, c'est tout un travail de la Commission européenne qui, depuis 2014, vise à mettre en place des dispositifs numériques pour les interactions électroniques sécurisées entre les citoyens, les entreprises et les autorités publiques. Donc, on parle de portefeuille numérique, c'est un peu le travail du moment, pour des transactions commerciales ou autres, ou administratives, et pour rendre les services entre États européens interopérables, ça veut dire qu'ils fonctionnent, qu'ils se synchronisent entre États, qui fonctionnent avec les mêmes critères, les mêmes items demandés, et transparents. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours et avec lesquels la CNIL travaille beaucoup, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions soulevées sur la gestion de ces données, parce qu'on parle de données médicales, on parle de données personnelles sensibles, on parle de tout un tas de choses. Donc voilà, c'est quelque chose qui demanderait une conférence à elle toute seule, mais voilà, j'ai juste voulu parler du cadre européen dont vous allez peut-être entendre parler. Voilà, entre 2023 et 2024, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Et alors, non, quand j'arrive. Ensuite, je vais vous parler, avant de partir sur la diapo suivante, là, je vais vous parler plutôt des détournements d'identité numérique, donc des comportements sur Internet. Après l'authentification, je reviens à l'identité numérique telle qu'on la connaît plus, c'est-à-dire les données qu'on affiche sur Internet par rapport à notre interaction les uns envers les autres. Donc, je commence par le pseudonymat, c'est-à-dire l'utilisation de pseudonymes pour masquer son vrai nom et utiliser un nom d'emprunt. Donc, ça peut être anodin, un nom de joueur en ligne. On n'a pas forcément envie d'afficher son prénom et son nom de famille partout sur Internet. Ça peut être un compte de réseau social, etc. Ou si je fais partie d'un groupe militant, si je veux contribuer sur une plateforme participative, là j'ai mis Wikipédia, ça peut être d'autres. Voilà, ou ça peut être ce que j'utilise dans l'identifiant d'un email pour des newsletters, par exemple. Donc, je veux recevoir des informations d'un musée. Je vais utiliser l'email
dans lequel je n'ai pas mis mon nom, prénom, mais j'ai mis un faux nom, un pseudonyme avant l'arrobase. Donc peut-être vous me direz aussi si vous en utilisez, si vous en voyez l'utilité, si vous n'en avez pas. Et du coup, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes anonyme sur Internet, parce que quand vous créez un compte, vous donnez quand même un certain nombre de données, mais et puis vous avez quand même, si jamais il y a une raison pour aller chercher des données, ce ne sont pas des données publiques, mais si jamais ce que vous faites est toujours quand même retenu et accessible sur demande peut-être de la police ou autre, il faut des raisons pour ça, mais vous avez toujours la localisation de votre connexion, de votre ordinateur et un certain nombre, quel réseau vous utilisez, etc., qui permettent de recouper l'identité qu'il y a derrière. Donc le pseudonymat, il permet, oui, ah non, c'est bon. Et le pseudonymat, il permet la protection des données privées. Je fais une petite faute d'orthographe là. Et la liberté d'expression. Donc c'est quelque chose qui est très. Donc voilà, il y a vraiment tout un mouvement qui essaie de protéger la possibilité de garder des pseudonymes pour permettre justement une liberté d'expression, surtout dans les milieux militants. Voilà. Et les moins, eh bien, c'est qu'on peut voir aussi des abus de confiance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment à qui on a en face. J'en parlerai aussi plus tard dans d'autres détournements d'identité. Et puis que ça permet, vous l'avez peut-être déjà remarqué, si vous descendez suite à une vidéo ou quelque chose, les commentaires ou dans des forums, c'est-à-dire on a une espèce de désinhibition qui se met en place quand on ne met pas son prénom et son nom de famille, et des fois les commentaires peuvent vite partir en agressivité ou en jugement. Voilà, donc ça c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu et qui du coup, un autre moins, mais qui est lié à ça, la non-responsabilisation des propos ou des contenus publiés. Et l'apparition des haters. Oui, exactement, des haineux. Mais c'est vrai que alors la tendance, elle est plutôt négative que positive. J'ai pas vu encore de courant de bisounours arriver sur Internet, mais même si ça a été tenté et les plateformes, il y a tout un tas de mesures de sécurité qui se met en place et qui est demandé aux plateformes de réseaux sociaux notamment pour éviter la publication de certains propos haineux, dont certains sont passibles d'amende ou de traitement au niveau pénal. Mais c'est vrai que ça déborde vite. On a aussi un phénomène qui s'appelle le faux-nez. Donc le faux-nez, c'est une personne qui va créer plusieurs comptes sur le même site internet pour alimenter une conversation. Donc ça peut paraître bizarre, mais voilà, vous avez besoin de contenu, et plus vous avez de contenu, plus vous avez de personnes qui vont cliquer sur le fameux like, donc j'apprécie le contenu, plus vous allez avoir d'audience, plus vous allez être visible et vous pouvez intéresser d'autres, enfin voilà, même à une certaine échelle des commerciaux. Et donc ça, voilà, ce sont des créations de comptes par la même personne pour auto-alimenter une discussion, pour soutenir une idée, une opinion, pour créer le chaos aussi. On peut voir des créations d'identités différentes et opposées juste pour mettre le bazar. Et donc, pareil, vous avez des mesures de précaution en place pour vérifier, lors de la création de compte, s'il y a la même donnée de localisation, etc. Il y a une vigilance il y a une alerte, et puis il y a un blocage au niveau de la création des comptes. Mais ceux qui font ça, généralement, savent aussi comment les contourner. Voilà. Vous avez le compte épouvantail. Alors, c'est pas un compte pour faire peur, c'est un compte qui a pour objectif de décrédibiliser des comptes utilisateurs. Donc, il y a un exemple que j'ai pris d'une enquête qui a été publiée il y a quelques années sur des faux profils sur Twitter
X maintenant, qui imitaient des militants de gauche pour les décrédibiliser. Donc, on va créer une fausse identité, on va reprendre les arguments de l'adversaire qu'on veut descendre, mais on va les reprendre de manière niaise ou de manière pas crédible. Donc, on va créer tout un tas de gens qui vont pas alimenter de manière constructive l'argument politique militant ou quoi que ce soit, mais qui vont plutôt le rendre faible et le vulnérabiliser. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe aussi, qui est très utilisé en fait sur les réseaux sociaux et qui permet aussi d'alimenter sur des cas de propagande politique ou des tendances politiques, etc. Et le dernier petit exemple que je vous ai choisi, c'est ce qu'on appelle le whitewashing. Donc en français, blanchissement, pardon. Le whitewashing, donc comme je l'ai mis, c'est une pratique qui nous vient du cinéma, qui est décriée maintenant, qui était d'incarner des rôles de personnes non blanches, mais par des blancs. Et donc c'est quelque chose qui est repris sur Internet. Et donc donc là c'est une personne qui s'est grillée sur son profil, sur sa page sur réseau social et qui va supprimer ce compte pour en recréer un autre avec un propos propre, un propos plutôt voilà, sans laver sa réputation. Donc ça, c'est utilisé par les services dont je parlais avant qui travaillent sur l'e-réputation. Donc pour éviter aussi avant que le site les pénalise, voilà, qui vont supprimer, qui vont mettre le bazar, supprimer, en recréer un autre pour éviter les pénalités. Le whitewashing. Je vais terminer par le cadre. Le cadre qu'il peut y avoir dans tout ça, au niveau de l'identité numérique. Il y a maintenant, depuis, en tout cas, ce qui a été mis en place, enfin applicable depuis le 25 mai 2018, c'est le règlement général de la protection des données, qui travaille à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Donc, c'est vraiment le texte de référence sur lequel la CNIL s'appuie pour vous permettre de reprendre la maîtrise de vos données. Et pour cela, vous avez tout un tas de moyens, mais vous avez tout un tas de droits. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes à avoir en tête pour vous, pour vos proches. Vous avez le droit, c'est-à-dire que vous avez le droit de réclamer ça à n'importe quelle plateforme qui a vos données, qui a enregistré vos données. Vous avez le droit d'être informé sur un organisme qui collecte des informations. Je vais pas aller dans le détail de chacune, hein, je rassure Pascal, mais ça, voilà, on a donc les conditions d'utilisation de vos données normalement sont accessibles sur n'importe quelle plateforme. Et vous les voyez, c'est juste qu'on veut pas lire, mais normalement vous les avez quand vous cochez le j'accepte de créer un compte, etc., qui sont normalement accessibles. Vous avez le droit de vous opposer. Vous pouvez normalement demander également à rectifier, je saute le pas, à rectifier vos données aussi, si elles sont fausses. Donc ça, chaque plateforme, normalement, doit vous donner, si vous allez sur le site de la CNIL, vous aurez l'accès à, ben voilà, si c'est sur Facebook, si c'est par rapport à votre compte Google, si c'est par rapport à telle ou telle chose, vous avez la procédure et les liens, les sites internet directs pour le faire. Vérifier vos données. Normalement, vous devez savoir, vous avez créé un compte, vous devez avoir accès à, si c'est 6 mois, 1 an après, à vérifier quelles données vous avez enregistrées sur ce site internet pour justement pouvoir les rectifier. Vous pouvez geler l'utilisation de vos données, voire effacer vos données, donc suspendre un compte, effacer toutes les données qui sont associées à un compte. Vous pouvez aussi
emporter vos données. Donc, si vous vous souhaitez clôturer votre compte sur une plateforme que vous utilisez depuis 10 ans, vous pouvez télécharger tout ce que vous y avez publié pourquoi pas, normalement, l'interopérer. Par exemple, vous avez un compte sur lequel vous avez fait plein de listes musicales, mais vous souhaitez changer de plateforme, vous êtes censé pouvoir emporter déjà toutes vos préférences musicales et toutes les données que vous y avez mis pour les utiliser sur un autre site Internet. Et vous pouvez demander une intervention. Donc là, pour demander une intervention, c'est souvent auprès de la CNIL ou auprès de sites Internet gouvernementaux que vous allez pouvoir faire un recours. Je ne dis pas que c'est facile dans tout ça, parce que c'est parfois un peu, il faut s'y retrouver dans les méandres des liens Internet, mais normalement, vraiment, si vous allez encore une fois sur le site de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, vous devriez retrouver toutes les informations de recours et de demande si vous avez un doute sur une usurpation d'identité, sur une mauvaise utilisation de vos données, voilà, etc. Vous avez aussi le site cybermalveillance.gouv.fr qui existe et pour signaler au gouvernement une mauvaise utilisation de vos données. Et pour terminer, quelques petits conseils. Une fois donc voilà sur la maîtrise de vos données en ligne. Donc comme le disait Pascal et comme on me le dit tous tout le temps, une fois publié, le risque de perdre le contrôle d'une donnée est très fort. Donc la meilleure précaution, c'est de ne pas prendre ce risque, donc de réfléchir avant de publier quoi que ce soit, de regarder, enfin d'identifier pour quel objectif on va publier une photo et de ne surtout pas publier de coordonnées personnelles sur des réseaux sociaux, forums. On retrouve des gens qui vont, parce qu'ils sont contents, ils ont envie de célébrer, qui vont publier des actes notariés ou des informations sur l'achat de leur dernière voiture, voire même, on a vu des photographies de cartes bancaires Gold ou des choses comme ça. Donc, ça paraît complètement absurde, là, assis devant son écran à regarder cette conférence, mais vous avez vraiment des gens, si vous regardez les photos même de vos proches, regardez toutes ces données. Je parle aussi de personnes, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais de vérifier avant de publier vos photos de vacances qui va pouvoir y avoir accès. Parce que qui dit vacances, c'est si vous donnez la durée de vos vacances, si à partir d'autres photos sur votre page Internet, on sait où vous habitez, on sait combien de temps vous êtes absent. Donc ça, c'est plutôt pratique, si je peux comprendre. Exactement. Et donc, ça va très vite. Et c'est pas forcément des données personnelles, voilà. Mais si je sais que vous êtes à Hawaï à l'instant T, je sais que vous n'allez pas revenir chez vous dans les 3 prochaines heures, ça c'est sûr. Donc, j'ai un peu de temps pour prévoir le truc. Donc ça, c'est aussi connaître les paramètres de confidentialité du site Internet que vous utilisez, les paramètres de confidentialité et de sécurité. C'est-à-dire, voilà, ce que j'affiche sur ce site Internet, qu'est-ce qui va être visible et par qui. Facebook, ça peut être visible par mes contacts, mais ça peut être visible par les contacts de mes contacts. Donc, dans ce cas-là, ça peut aller assez loin. Donc, voilà. Et le dernier conseil, utiliser un mot de passe solide. C'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire pour éviter le piratage de vos données, l'accès facile à vos données. Donc, je le rajoute ici, ce n'est pas le sujet de cette conférence, mais toujours utiliser un mot de passe solide. C'est la meilleure protection de vos données. Enfin, la meilleure protection, c'est de ne pas publier de contenu personnel en ligne ou de faire attention. Voilà. Et de vérifier une information avant de la croire ou de la transférer à d'autres personnes. Aussi, je l'ai mis dedans parce qu'en fait, on va parfois alimenter ces fausses vérités où je parlais, ces détournements d'identité dont je parlais avant. Donc, avant d'alimenter toutes ces choses-là de détournement d'identité, de bien vérifier d'où elle vient, de mettre en doute en fait aussi
c'est pas de devenir complètement paranoïaque, mais de mettre en doute l'identité qu'on a en face. On en parle malheureusement pour dénoncer les réseaux de pédophilie, mais et par rapport aux jeunes qui vous entourent, c'est pas parce qu'il va parler à un identifiant d'une personne qui s'affiche comme étant adolescent que la personne qui est derrière le compte est réellement adolescente. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment basique à avoir en tête. Voilà. C'est tout pour le moment, je C'est vrai crois. que je reviens un petit peu sur Ouais. la création d'un compte, quel qu'il soit. C'est vrai que ça prend du temps des fois. On a Oui, envie de faire vite et on met oui, OK, 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 j'accepte, j'accepte, j'accepte sans lire tout ce qu'on nous propose. Mais c'est vrai qu'il faut mieux prendre du temps oui. dès le départ pour la création du compte, de bien choisir ce qu'on va divulguer pour Oui. ensuite être tranquille. Ça peut être, c'est tout à fait ça. Et si vous l'avez pas fait, prenez le temps de le faire. Ça peut être une simple photo de profil où vous êtes pris avec vos petits enfants. Qui peut l'avoir? Si vous êtes sur WhatsApp et que vous avez votre plombier dans les contacts qui fait partie de vos contacts WhatsApp, vous aurez ben voilà, la personne aura accès à rien que cette photo de profil. Donc on en parle aussi pour le recrutement. J'en ai pas parlé du recrutement, Oui, mais nous on oui, l'utilise. Mais le recrutement ou d'autres choses, parce que maintenant de plus en plus les compagnies d'assurance vont vérifier cette fameuse réputation en ligne. Mais le simple fait de taper votre nom, prénom, peut-être le lieu de votre logement, peut renseigner sur ce que vous faites, votre comportement, et bah, peut-être orienter le recrutement, le choix de recrutement d'une personne, va peut-être orienter l'accès ou non à un prêt. Donc d'être vigilant par rapport à tout ça. il y a aussi des vidéos de personnes qui se filment en train de conduire à des vitesses excessives. Oui, oui, Et du coup, la gendarmerie arrive à en rattraper quelques-uns des fois. oui, C'est leur vrai oui, oui. profil. Oui, non, après, voilà, il y a des personnes, oui, faudrait leur donner des cours de maîtrise de leurs données. Mais oui, ce qu'il faut retenir, c'est pas forcément d'avoir des comportements à risque et bien les cacher, mais juste d'être vigilant par rapport à ça et vous et vos proches. Mais oui, on arrive bien sûr à recouper énormément d'informations à partir d'une photo. J'ai pas mis le graphe, mais c'est vrai qu'une simple photo, elle a des données, énormément de ce qu'on appelle les métadonnées, mais de données de localisation, etc., qui permettent d'avoir pas mal de renseignements déjà sur la personne, où elle est, etc. Voilà. Merci beaucoup, Océane. Avant de nous quitter, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction. Donc, je vous mets le lien dans la barre de conversation. Logiquement, ça va vous ouvrir un nouvel onglet. On est toujours là, ne vous inquiétez pas, on n'est pas très loin. Merci de remplir ce questionnaire et de le faire avec soin. C'est important pour nous, pour qu'on puisse faire un retour à nos financeurs. Et puis, ça nous permet aussi de faire un retour à nos animateurs qui nous demandent un peu des fois qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été apprécié par les participants. Et puis, vous avez un petit champ libre pour mettre des commentaires ou mettre des thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde plus tard. Je vous mets la petite diapo avec tous nos différents projets. Donc, vous avez la chaîne YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous cherchez Movadom et vous avez accès à tous nos replays, dont un replay que je regardais tout à l'heure, que je recherchais, sur créer un compte France Connect, qu'on a fait en 2023. Et puis, pour vous inscrire à nos prochaines visios, c'est sur movadom.eventbrite.com. Et si vous êtes un senior avec un projet à plus ou moins long terme de déménagement, ou si vous êtes aidant, sur notre site movadom.com, vous pouvez télécharger notre livre audio qui donne des précieux conseils coécrits par la psychologue Isabelle Palassin et la fondatrice de Movadom, Gwendoline Cotrez. Et puis, vous avez également des témoignages sous forme de podcast. Et tout ça, c'est gratuit et écoutable quand vous voulez et téléchargeable gratuitement. Encore merci à nos financeurs qui sont la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise et la CNSA. Si vous avez la moindre question, un petit mail à contact@movadom.com. On se retrouve dans quelques instants
pour poser des éventuelles questions. Et puis moi, je vais vous faire un petit retour sur France Identité très rapide. Merci beaucoup, Océane, et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.